travaille avec des gens qui s'attelent à ces questions de sexe et de genre, mais la présentation que je vais vous faire est une présentation de l'état des lieux, de ce que j'ai perçu, de la façon dont ces questions sont prises en compte aujourd'hui dans ces données. Et je vais commencer par une intervention. Je ne savais pas ce qui allait se passer dans la discussion, donc j'ai préparé mes diapos, bien évidemment. Mais je voulais commencer par une anecdote qui m'a alertée récemment sur cette question. J'ai été contactée au début de l'année par Nabila Bouaka-Nagy, qui est intervenue en début de discussion tout à l'heure, parce qu'elle avait obtenu un financement ERC de l'Union européenne pour un projet de généticienne. Et l'Union européenne lui demandait d'avoir un ethics advisor, donc un conseiller éthique pour s'assurer que les démarches qu'elle était entreprises dans ce travail seraient conformes aux normes. Et donc elle m'a sollicité en m'expliquant qu'elle travaillait sur une maladie cardiovasculaire qui était largement une maladie de femme, puisqu'il s'agit de la dysplasie fibromusculaire. Donc nous avons échangé sur son projet, sur les difficultés qu'elle rencontrait, etc. Et c'était donc en janvier 2017. Et en réfléchissant un peu, je me suis dit, mais cette maladie me dit quelque chose. Et là, je me suis rappelé, honte à moi, qu'en 2006, j'avais moi-même travaillé sur cette maladie, dont certaines des données, d'ailleurs, sont les données dont dispose Nabila, pour évoluer bien sûr depuis. J'avais à l'époque été sollicitée par des cardiologues qui travaillaient sur ces données, et j'avais été sollicitée en tant que statisticienne, parce que ma compétence première c'est la génétique statistique, pour les aider à interpréter leurs données, évaluer s'il y avait des traces de... Enfin, on pouvait démontrer que c'était une maladie avec une composante génétique importante. Mais ce qui était intéressant, c'était que la façon qui m'avait été dont on m'avait présenté cette maladie à l'époque n'était pas du tout une maladie de femme. C'était une maladie des artères rénales qui, alors c'est marqué, qui voilà, est occurs predominantly in middle-aged Caucasian women. Donc évidemment que la question du genre, enfin du sexe en tout cas, était évoquée, mais ce n'était pas quelque chose qui était central dans ces analyses. Et donc, j'avais moi-même traité, ça a été tout à fait bien expliqué ce matin sur l'épidémiologie, le sexe comme un facteur de confusion. Un facteur qu'il fallait prendre en compte dans les analyses pour corriger pour les effets de sexe, mais absolument pas comme étant quelque chose d'important pour une pathologie où sur les données, pour regarder les données, il y avait 90% de l'échantillon qui étaient concernés, qui étaient des femmes. Donc c'est une illustration de ce que Nabila nous a dit tout à l'heure, il y a une évolution dans certains domaines de la façon de prendre en compte le sexe dans ces données. Alors, voilà. Donc, pour voir si c'était juste un cas parmi d'autres, je me suis juste amusée, et c'est pas significatif ce que je vous présente, mais j'ai regardé les 3 derniers numéros de Nature Genetics, qui est donc la revue, qui est une des revues phares du domaine en génétique humaine. Et j'ai regardé parmi les 12 articles qui ont été publiés dans ces 3 numéros qui avaient attrait avec des recherches génétiques sur le corpus, enfin, des analyses génétiques pour essayer de caractériser la composante génétique des maladies fréquentes, si le sexe était pris en compte. Donc il y avait 12 articles qui étaient dans cette liste, selon mes critères, que je revendique comme étant les miens. De fait, le sexe était pris en compte, mais soit comme un biais potentiel facteur de confusion, soit pour s'assurer que les données étaient de bonne qualité, c'est-à-dire on s'assure que les personnes identifiées comme des femmes sont génétiquement associées à 2 chromosomes dans 9 articles, mais il y avait quand même 3 articles, et ça m'a surpris parce que c'est vrai que je m'attendais à ce que ça soit moins, 3 articles dans lesquels le sexe était pris explicitement comme un facteur à étudier, à prendre en compte sérieusement, et je ne serais pas étonnée de voir que dans ces 3 articles, il y avait l'ostéoporose. Aucun de ces articles, hein, j'ai fait des recherches SearchFind, là, ne parle de genre. C'est une approche complètement sexe. Et donc voilà, j'en ai pris une parmi les 3 qui parlait de sexe, et donc une étude sur l'insomnie, et je reviendrai un petit peu plus tard sur le champ de résultats, mais c'est juste pour dire qu'ils font des analyses génétiques en prenant l'échantillon complet et en regardant spécifiquement uniquement chez les hommes et uniquement chez les femmes, et là, en l'occurrence,
pratique. Et je vais commencer donc par parler de sexe dans les études de génétique, parce que c'est ce qui se pratique le plus. Hein. Et donc, c'est déjà intéressant de voir comment c'est pratiqué, puisque c'est en soi déjà quelque chose qui n'est pas si ancien que ça. Alors, les travaux qui prennent au sérieux la question du sexe dans les études de génétique font valoir que dans quasiment toutes les maladies, on observe des différences selon les sexes, qu'il s'agisse de prévalence de la maladie, d'âge d'apparition de la maladie ou de sévérité des symptômes. Et voici par exemple les résultats que j'ai trouvés dans une revue de 2008 qui s'intéresse spécifiquement aux questions d'effets de sexe sur l'architecture génétique des maladies humaines. Bon, alors ça, c'est très redondant avec ce qui a déjà été dit depuis ce matin, hein. Mais si on prend par exemple le cas de l'asthme, dont on n'a pas encore parlé, ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez, c'est la prévalence de la maladie aux États-Unis, chez les garçons et les filles qui sont en rouge, en fonction de l'âge. Et ce type d'information est particulièrement riche, puisqu'il ne s'agit pas seulement de contraster la fréquence chez les hommes et les femmes, mais de s'interroger sur le fait que les patterns de fréquence évoluent dans le temps, avec des susceptibilités, enfin en tout cas, des fréquences, hein, je ne vais pas essayer de pas faire d'écart de langage, une prévalence, précisément, qui varie chez les hommes et les femmes en fonction de l'âge de la vie. Et puis, puisque ça a été évoqué ce matin, alors ça c'est toute une série de maladies auto-immunes dont le sens des acronymes est résumé ici, je ne sais pas si vous les verrez, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pareil, c'est le pourcentage de femmes atteintes de ces maladies qui est regardé en fonction de l'âge des personnes. Et donc ça, c'est une façon de montrer aussi, dans ces études qui prennent au sérieux la question du sexe, qu'il y a des différences, et comme ça a été bien discuté ce matin, en science, même si on ne sait pas toujours quoi en faire, le fait d'observer les différences, de se positionner dans une situation concrète, c'est potentiellement quelque chose qui peut servir à ouvrir la boîte à questions et à échafauder des hypothèses, etc. Donc, ces différences qui peuvent donc avoir, qui peuvent porter sur différents aspects, et puis au cœur de tout ce qui motive ces travaux, c'est que tous les gens qui font la génétique des maladies complexes aujourd'hui sont d'accord pour dire que ce sont des maladies complexes qui sont très multifactorielles, avec des effets d'interaction de nombreux facteurs génétiques et de nombreux facteurs d'environnement, et que tout ce qu'on déploie comme trésor de technologie et d'inventivité pour essayer de mieux comprendre ce modèle complexe, pour le moment, peine à nous faire avancer aussi vite que ce qu'on aimerait, et que considérer ces différences entre les sexes et leurs variations éventuelles dans le temps, c'est un moyen supplémentaire d'entrer pour comprendre la complexité de ces mécanismes physiopathologiques. Donc, mais c'est exactement ce qui a été dit ce matin, c'est cette idée finalement d'une ressource potentielle pour essayer d'aller un petit peu plus loin, une arme supplémentaire dans le sac des chercheurs pour essayer de comprendre un petit peu mieux cette complexité. Alors, la question évidemment qui se pose, c'est comment ces études proposent aujourd'hui de prendre en compte le sexe comme facteur. Alors, bien sûr, il y a des études qui sont, un souci qui est porté sur la question de l'effet des chromosomes sexuels. Il y a évidemment des maladies génétiques qui sont liées à des mutations portées le plus souvent sur le chromosome X. Donc voilà, qui sont des maladies, pour celles que j'ai listées ici, l'hémophilie, le daltonisme ou la myopathie du chêne, qui sont des maladies plutôt simples, entre guillemets, d'un point de vue génétique, puisqu'on a trouvé des mutations qui sont très, très largement causales, quasi causales. Mais il y a aussi des travaux qui s'intéressent aux questions d'empreinte génétique, et notamment des travaux comme cette publication que je cite parce que j'y reviendrai tout à l'heure, qui a été donc publiée en 1997 dans Nature, et qui porte donc sur le syndrome de Turner, qui est un syndrome avec des patients qui sont porteuses d'un seul chromosome X,
Et dans cette étude, les auteurs ont cherché à essayer de caractériser la sévérité de l'expression de cette maladie en fonction de l'origine du chromosome X. Est-ce que c'était un chromosome X transmis plutôt par la mère ou un chromosome X transmis plutôt par le père? Et la conclusion de cette étude était que les capacités sociales associées à cette maladie étaient influencées par des effets d'empreinte génétique et que les personnes qui étaient, les femmes qui étaient atteintes avec un chromosome X reçu du père avaient une sévérité de maladie moins forte que celles qui avaient reçu le chromosome X reçu de la mère. Je reviendrai sur cette étude plus tard. C'était juste pour dire qu'il y a des études aussi qui prennent au sérieux la question du chromosome sexuel à travers les études épigénétiques et notamment par cette question de l'empreinte génétique. Mais il y a aussi des études comme celle qui est rapportée ici qui sont des études qui ne sont pas, qui cherchent à mieux comprendre l'architecture génétique des maladies en menant ce qu'on appelle des études d'héritabilité. Donc c'est des études qui cherchent à caractériser a priori le type de la composante génétique qu'on cherche à caractériser, sans pour autant démontrer quels sont ces gènes. Est-ce qu'on peut avoir, et notamment en regardant la façon dont les maladies se transmettent dans les familles, est-ce qu'on peut avoir a priori des informations qui vont nous orienter plutôt vers un type de facteur génétique plutôt qu'un autre? Et ça, c'est une étude qui était particulièrement intéressante parce qu'elle a été menée dans des grands pédigrés d'un isolat nord-américain qui s'appelle les Utérites, dans lequel on a des très grandes généalogies, qui sont donc très informatives. Et donc là, dans cette étude, les chercheuses s'étaient intéressées à, non pas des maladies, mais des taux sanguins de triglycérides, de cholestérol, à la taille ou encore à la pression sanguine. Et elle avait montré que ce qui expliquait le mieux la façon dont ces traits se transmettent dans les familles, c'est, pour certains d'entre eux, comme par exemple pour la pression artérielle ou pour le taux de lipoprotéine A ou de triglycérides, c'est le fait de prendre en compte le fait que sur le chromosome X, il doit y avoir un certain nombre de facteurs génétiques qui contribuent à expliquer les différences entre les personnes. Et voilà, il y a eu des études un peu similaires qui ont été menées récemment sur toute une série d'autres maladies et qui ont montré que dans le cas de la spondylarthrite ankylosante ou encore dans celui des maladies coronariennes, on pouvait trouver des signaux indiquant qu'il y avait des facteurs génétiques qui pouvaient influencer le risque de ces maladies et qui étaient des signaux qui avaient un effet différent chez les hommes et chez les femmes. Alors, c'est pas pour dire, qu'on soit bien clair, que tout ça sont des éléments démontrés, formels, reproductibles, c'est juste pour dire que c'est des pistes de recherche, c'est des façons dont les chercheurs interrogent des questions qui demandent ensuite à être vérifiées et contrôlées et testées dans d'autres études. C'est méthodologiquement une des approches qui est utilisée. Ça, c'était sur le chromosome sexuel, mais de façon plus générale, il y a une grande quantité de travaux qui s'intéressent à essayer donc de caractériser ce qu'on appelle l'architecture génétique. J'en ai parlé un petit peu, mais c'est un grand mot qui veut dire le modèle, combien de gènes, lesquels, qui interagissent avec l'environnement, quels facteurs d'environnement. Un peu l'architecture, oui, au sens le plus simple du terme, qui peut contribuer à expliquer l'apparition des maladies, avec cette idée que cette architecture génétique est susceptible d'être différente selon le sexe. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des contributions du chromosome X, mais cette étude sur les grandes généalogies des utérites a aussi permis de montrer que pour d'autres de ces traits, tous ceux qui sont en vert foncé, voilà, ici, on peut aussi apporter des éléments qui suggèrent que pour ces autres traits, comme le cholestérol ici, ou les différents types de cholestérol ici, il y a des facteurs génétiques sur les chromosomes autosomes qui contribuent à augmenter le risque d'avoir des niveaux plus ou moins élevés de cholestérol, mais qui sont variables selon qu'on est un homme ou une femme.
définie de façon sur le nombre de chromosomes. Et voilà, de la même façon, sur l'hypertension, sur la sclérose en plaques, des comparaisons de données familiales montrent que la contribution familiale à la maladie, par exemple à l'hypertension ou à la sclérose en plaques, la contribution familiale à la maladie peut être différente selon qu'on considère uniquement des femmes ou uniquement des hommes. Donc encore une fois, c'est des éléments qui sont des éléments qui utilisent des données familiales, qui ne sont pas, enfin, c'est pas des démonstrations formelles, mais ce qui est important, c'est que c'est le type d'éléments aujourd'hui qui sont mobilisés de façon générale dans les études en génétique. Ce n'est pas des éléments qui sont spécifiques au genre, mais c'est cette idée qu'aujourd'hui, quand on essaye de caractériser la composante génétique d'une maladie, c'est le type de méthode qu'on utilise. Parce qu'on ne peut pas faire d'expérience chez les humains. C'est l'idée qu'on va travailler directement chez les patients ou chez des témoins plutôt que sur des modèles animaux. Mais que du coup, comme on est sur des personnes, on doit faire beaucoup d'inférences, beaucoup de modélisation statistique, et que la transmission de l'information dans les familles, c'est une information qu'on peut utiliser. Et donc là, c'est l'idée de faire ça, mais en séparant les hommes et les femmes, et en se rendant compte que les éléments qu'on obtient sont différents pour certaines maladies, dans certains cas, selon qu'on considère que les hommes ou que les femmes. Voilà, donc l'étude que je vous ai présentée tout à l'heure, c'était exactement ça que montrait cette étude, c'est-à-dire qu'on a ici regardé un grand nombre de variants génétiques sur l'ensemble du génome, et on a regardé est-ce que ces variants étaient associés avec une forme d'insomnie. Et donc on a regardé soit l'échantillon entier, c'est le haut du graphique ici, on a deux signaux ici qui sortent sur le chromosome 2 et sur le chromosome 4, et puis si on regarde uniquement les hommes, on a un signal nouveau qui apparaît sur le chromosome 6, alors que si on prend que les femmes, on a un signal qui apparaît significatif que sur le chromosome 2. Donc, encore une fois, une façon très standard de faire les études de génétique, mais qui sont faites en considérant séparément les hommes et les femmes, sachant que cette distinction sur le sexe n'est absolument pas systématique aujourd'hui. Et que d'habitude, la façon standard de faire, c'est juste de corriger pour le sexe. Alors, évidemment, étant donné la question le thème du séminaire d'aujourd'hui, et le genre dans tout ça, pour le moment, je n'ai parlé finalement que de sexe, je n'ai pas discuté de tous les effets de genre qu'il peut y avoir derrière les maladies dont on a beaucoup discuté ce matin. Et le genre dans tout ça, j'ai commencé en le disant, hein, la plupart des études de génétique qui sont publiées sur ce type de maladie aujourd'hui ne font pas du tout référence à ces questions de genre. Donc, voilà, on peut le regretter, mais si on cherche à répondre à la question de comment le sexe et le genre sont pris en compte dans les études de génétique, la réponse quasiment, dans la plupart d'entre elles, c'est de dire qu'elle n'est juste pas prise en compte. Néanmoins, et là ça reboucle sur quelque chose qui a été dit ce matin, quelle est la définition qui est donnée du sexe dans les études qui prennent le temps de le faire? Parce qu'évidemment, pour la plupart des études de génétique, c'est une évidence. Hein. On a deux chromosomes X, un chromosome X et un chromosome Y. Alors que, bon, voilà, dans la review dont j'ai parlé tout à l'heure, cette revue commence vraiment en définissant ce que les chercheurs dans ce travail ont entendu comme étant le sexe, et ils disent le sexe ici est considéré comme une variable environnementale qui inclut les différences cellulaires, les différences métaboliques, les différences physiologiques, les différences anatomiques, et même, je ne l'ai pas traduit, mais il y avait un même, de comportement entre les garçons et les filles dans l'enfance, ou entre les hommes et les femmes à l'âge adulte. Et c'est vrai que dans le contexte de ce type d'études où on cherche à faire parler des études génétiques, pour essayer de comprendre que la composante génétique des maladies, cette définition XXXY, elle est pas plus. Enfin, cette définition large est tout à fait applicable à la façon dont le sexe est pris en compte dans ces études. Hein. Puisque, par exemple, la question de la stratification ici, on fait une stratification que chez les hommes que chez les femmes, on pourrait très bien le faire, au lieu de faire chez les hommes et chez les femmes, en prenant les individus qui sont de taille inférieure à. Enfin, ceux qui fument et ceux qui ne fument pas. Ou ceux qui travaillent dans un environnement particulier et ceux qui ne travaillent pas dans un environnement particulier. C'est-à-dire que ces études, de toute façon, traitent le sexe comme un facteur d'environnement. Ils ne traitent pas autrement le facteur d'environnement.
Mais il y a quand même, donc ça c'est voilà, au mieux, entre guillemets, dans la plupart de ces études, finalement, on dit qu'on fait de la prise en compte de sexe, mais en pratique, on le prend en compte aussi dans ces dimensions plus larges qui incluent des comportements qui peuvent être non pas biologiques mais environnementaux. Il y a quand même certains domaines où cette question du sexe et du genre est prise en compte en tant que telle, et c'est l'exemple que je vais donner parce qu'il n'y en a pas tant que ça. À chaque fois, et ça a été bien dit ce matin, à chaque fois c'est de la dentelle de cas particuliers qu'il faut faire, et donc on ne peut pas multiplier les exemples avec trop de généralité. C'est le cas de l'autisme. Alors, c'est un champ extrêmement compliqué, où la question du sexe, du genre est là depuis le début, et que ça soit le sexe, le genre d'ailleurs, des enfants ou des adultes qui sont atteints d'autisme, ou le sexe des parents, et la question de la responsabilité des mères, la responsabilité des pères. Cette question du sexe, du genre est extrêmement présente dans ces questions sur l'autisme depuis toujours. Mais c'est aussi un champ qui a fait l'objet de critiques, qui a eu des excès dans un sens, qui a des excès dans un sens, et puis il y a aussi il y a eu aussi des travaux intéressants qui ont pointé de nombreux biais dans ces excès, qui ont fait évoluer les pratiques. Et là, je vais parler d'une série d'articles qui ont été donc publiés en 2015 dans une revue qui s'appelle Molecular Autism, et qui commence très clairement en prenant deux définitions différentes. La définition du sexe qui est donnée, c'est les caractéristiques biologiques et physiologiques qui définissent les hommes et les femmes. Et la définition du genre, ce sont les définitions ici de l'OMS, c'est les rôles, les comportements, les activités et attributs socialement construits que les sociétés considèrent comme appropriés chez les hommes et chez les femmes. Et les éléments qui sont mobilisés dans cette série d'articles tournent de façon générale autour de quatre enjeux. Quatre enjeux majeurs sont identifiés pour les questions de recherche dans ce domaine. Et ce sont des questions qui mélangent le sexe et le genre à différents niveaux. La première question, c'est la question qui tourne autour de la nosographie, autour du diagnostic. Et c'est toutes les questions de savoir est-ce que les filles sont... enfin, j'ai oublié de le dire, mais il y a un ratio de personnes atteintes d'autisme dont les estimations varient entre 1 sur 4, 1 sur 5, 1 sur 6, voire dans certains sous-types d'autisme jusqu'à 1 sur 17. Mais ce sont des évaluations qui sont très dépendantes dans le temps, puisque le diagnostic même de la maladie a évolué dans le temps, et qui dépendent aussi des études et de la façon dont les caractéristiques sont mesurées. Et ça, disent bien les auteurs dans ces travaux, la question de la nosographie, la question de qui est considéré comme atteint, qui ne l'est pas, quels sont les critères de diagnostic qui sont utilisés, et dans quelle mesure les critères diagnostiques ne sont pas des critères, et comme on l'a discuté tout à l'heure sur la maladie cardiovasculaire avec l'histoire des symptômes, est-ce que les symptômes qu'on va rechercher, les critères diagnostiques qu'on va rechercher, sont exprimés de la même façon chez les petits garçons et chez les petites filles. Et cette question-là, elle est fondamentale, puisque quand on fait de la génétique, dans ce type de génétique, on cherche à mettre en évidence des corrélations entre les gènes, l'ADN, quelles que soient les formes de ces variations, et les phénotypes. Le phénotype, ça on va dire la catégorie. Donc on est toujours dans une recherche de corrélation où on caractérise l'ADN, mais on ne caractérise pas que l'ADN, sinon on ne peut pas faire d'études de corrélation. Donc cette idée qu'il y a un vrai enjeu, tous les généticiens qui font la génétique très complexe savent très bien cette question du diagnostic, elle se pose qu'elles ne comprennent pas la question du genre en question. Et quand on prend la question du genre en question, alors ça requiert encore plus d'attention et de souci du détail. Ces soucis du détail qui peuvent tout à fait être informatifs de façon plus générale, qu'on prenne ou pas, qu'on ne prend pas en compte la question du genre. Deuxième élément, c'est l'importance de l'analyse des caractéristiques. Donc c'est non, mais c'est même celui que je viens de dire, excusez-moi. C'est la question de l'expression différente de la maladie. Donc c'est deux dimensions qui correspondent à une façon d'intégrer des questions de genre dans les études. Je viens de finir, c'est pas dit. Oui, j'ai bien compris. Alors, le troisième point, c'est les mécanismes étiologiques et développement qui contribuent aux différences. Donc,
différences étiologiques, avec par exemple des travaux sur les régulations différentes de l'expression des gènes qui sont impliqués dans certains des symptômes associés à cette pathologie. Et le dernier élément, et je vais m'arrêter juste sur celui-ci, c'est la question du développement de modèles généraux pour essayer d'expliquer la différence de susceptibilité de maladie. Et c'est cette idée que, plutôt que d'essayer de comprendre si c'est une expression de tel gène ou tel gène, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un modèle qui permet d'expliquer pourquoi les hommes sont plus atteints que les femmes. Et alors, en gros, il y a deux modèles qui ont le plus été étudiés. Le premier consiste à analyser la question sous le fait, sous l'angle de dire que les hommes ont un risque accru de maladie. Et puis le deuxième, c'est de dire qu'il y a un effet protecteur qui explique que les femmes sont moins atteintes que les hommes. Et cette analyse de l'effet protecteur chez les femmes est particulièrement intéressante puisqu'il y a des données épidémiologiques qui ont été obtenues à partir d'analyses de famille qui suggèrent qu'il y a un fardeau étiologique familial qui est plus lourd chez les femmes. C'est-à-dire que les femmes ont plus, pour être malades, il faut qu'elles aient plus de raisons d'être malades. C'est une autre façon de formuler. Il faut que ça soit plus grave pour qu'on puisse dire qu'elles sont malades. Et j'insiste sur familial parce que les données épidémiologiques qui sont très très souvent mobilisées sur cette hypothèse-là ne montrent pas que c'est génétique. Parce que dans la famille, on transmet des gènes, mais on ne transmet pas que des gènes. Donc à partir du moment où il y a une transmission familiale, ça ne veut pas dire forcément que c'est des facteurs génétiques. Et pourquoi il y a eu beaucoup d'espoir autour de ce type d'études, c'est parce que s'il existe effectivement un facteur protecteur, eh bien, on peut espérer, disent certains, développer un traitement qui soit ciblé et qui permette de mieux prendre en charge, voire même de guérir cette maladie de façon générale. Alors, dans la suite de cette hypothèse, il y avait beaucoup d'études génétiques, donc une étude qui a fait un peu parler d'elle en 2014 dans la grande presse, puisque cette étude montrait une tendance à un excès de variations délétères rares, de variations génétiques délétères rares chez les filles atteintes. Et donc, c'est des variations génétiques un peu particulières qu'on appelle les CNV. Et donc là, je vous ai mis juste un tableau qui exprime ces résultats pour vous montrer un petit peu de quel genre de résultats il s'agit, puisque ça, c'est le nombre de ces variations génétiques trouvées chez les hommes malades, ici, le nombre de variations génétiques chez les femmes malades. Et ce qui est important, bien sûr, c'est les proportions. Donc on voit ici une proportion de variations génétiques observées chez les hommes qui est de l'ordre de 16%, alors qu'il est de 29% chez les femmes. Et donc cet excès de risque est jugé significatif. Donc ça va dans le sens de ce qu'avaient prédit certaines études épidémiologiques, un excès de variations délétères rares chez les filles. Alors, ces résultats ont été repris dans d'autres études qui ont montré qu'effectivement, ça semble se confirmer, mais c'est quand même assez fragile, puisque selon la définition qui est prise pour dire qu'est-ce qu'est une variation délétère rare, les résultats ne sont pas toujours aussi solides. Donc c'est quand même très dépendant des hypothèses qui se répètent. Et puis, il y a d'autres études qui ont montré qu'en fait, c'était peut-être vrai dans certains variants délétères rares, mais si on s'intéresse aux variants fréquents, on ne retrouve pas cet excès de variation génétique chez les filles plutôt que chez les garçons. Et dans cet article dont je parlais de 2014, le point qui était aussi très mis en avant, c'était qu'il y avait cette idée qu'il y avait un excès de variations transmises par les mères aux filles malades et aux enfants malades. Donc c'était peu les mères qui avaient tendance à transmettre ces variations que les pères. Et la conclusion, et là on revient exactement à ce qui a été dit sur le cerveau tout à l'heure, une variation très rapide qui dit finalement les analyses d'hérédité montrent une surreprésentation d'allèles de susceptibilité transmis par les mères, suggérant que l'union, la parentalité et les capacités à tenir un foyer montrent une susceptibilité génétique similaire à celle observée pour les symptômes tirant le biais de genre pour les neurodéveloppemental disorders. Donc, ce glissement, où on a des résultats qui sont suggestifs, qui d'ailleurs ensuite sont remis partiellement en question par d'autres études, mais qui n'empêche pas les auteurs d'aller dans des conclusions extrêmement exagérées, pour être un peu féroce. Les résultats qui d'ailleurs sont repris après dans la grande presse. À l'époque, il y avait une couverture de la presse nationale en France sur cette étude, et dont le headline, c'était le cerveau féminin serait plus résistant que celui des hommes pour contrer les mutations génétiques. Donc une généralisation très rapide. Donc je vais finir en disant que
tenir compte du genre, c'est prendre au sérieux un ensemble de facteurs à la fois biologiques et sociaux pour mieux comprendre la maladie, les maladies dans leur complexité et améliorer la prise en charge. Et les études en génétique sont directement concernées parce qu'elles sont avant tout des études de corrélation entre génotype et diagnostic, et que diagnostic, c'est toujours des catégories extrêmement concernées par les effets de genre, parce que c'est une façon d'aborder les mécanismes complexes dans lesquels les gènes sont inscrits et qui s'expriment toujours dans des contextes environnementaux. Et surtout, et c'est un petit peu l'idée que j'avais dans ma slide précédente, c'est que ces études génétiques sont quand même très historiquement à risque d'accorder une place excessive à l'inné et à la naturalisation des comportements et des maladies, et que prendre en compte le genre à tous les niveaux, c'est se garder d'aller trop facilement vers ces raccourcis comme celui qu'il y avait ici, qui font passer de résultats complètement contextuels, qui sont des résultats strictement scientifiques, au sens où n'importe quel résultat dans une publication sont toujours des résultats qui demandent à être confirmés, qui demandent à être publiés, etc. Et par des conclusions et des glissements comme ça très rapides, on arrive à apporter une place excessive à l'inné, alors que